Endurance. La course qui changea la galaxie. Prologue, l'étalon de survie. Dans les confins scintillants de la Confédération des mondes habités, où 347 espèces cohabitaient sous l'égide d'un pacte millénaire, le temps n'était pas mesuré en cycles solaires ou en révolutions planétaires. Non. Il était gravé dans la chair et la souffrance, marqué par les cycles de persistance. Chaque cycle, une période qui équivalait à peu près à 5 années terrestres, se terminait par le marathon galactique, un événement qui transcendait le simple sport. Ce n'était pas une célébration de la vitesse ou de la grâce athlétique. C'était un rituel biologique, une purge métabolique collective, un rappel brutal inscrit dans les gènes de chaque espèce. Malgré la fusion ionique, la téléportation subluminique, les bioingénieries qui permettaient de vivre 3 siècles, la vie restait fondamentalement, irrémédiablement fragile. Aucune armure en alliage de vénérie, aucun booster cérébral neuriplex, aucune nanochirurgie ne pouvait contourner le besoin primaire de dioxygène. Aucune technologie ne pouvait effacer la limite d'accumulation d'acide lactique dans les muscles. Le marathon galactique était là pour le rappeler, sous toute la technologie, il y avait toujours de la chair. Et la chair avait des limites. L'épreuve se déroulait sur Samo 4, une planète neutre située dans la zone diplomatique centrale, un monde sans affiliation politique, sans ressources exploitables, sans histoire. Un monde parfait pour un rituel. Sa surface était un patchwork de terrains soigneusement calibrés, dunes de sable siliceux, plateaux rocheux, passages forestiers artificiels. Tout était conçu pour tester, briser, révéler. Les règles du marathon galactique étaient gravées dans le codex sportif de la Confédération, immuable depuis 1200 ans. Distance, 42 km et 195 mètres, calibré au millimètre près selon l'ancien standard olympique terrestre, un hommage ironique à une espèce que personne, à l'époque, ne prenait au sérieux. Gravité, standardisée à 0,8 g, une moyenne inconfortable pour la plupart des espèces. Trop légère pour les géants de Crone 0S', trop lourde pour les frêles célestes. Atmosphère, neutre, 78% d'azoté, 21% d'oxygène, stable à une atmosphère. Respirable pour 89% des espèces de la CMH. Assistance, strictement interdite. Pas d'exosquelette, pas d'implant de régulation métabolique, pas de sponsors médicaux sur le parcours. Uniquement ce que vous aviez dans votre corps au moment du départ. Le record absolu était détenu depuis 63 ans par un holarion du nom de Crétax, une espèce crustacée connue pour son métabolisme lent et sa carapace dense. Crétax avait terminé en 8 heures, 0 minutes, 6 secondes. 8 heures de pure agonie métabolique. 8 heures pendant lesquelles son corps avait consommé presque toutes ses réserves lipidiques. Il était mort 3 jours plus tard d'une défaillance cardiaque, son cœur ayant littéralement fondu sous l'effort. Personne n'avait jamais fait mieux. Personne n'avait jamais réessayé. Le record de Crétax était devenu mythique, presque sacré. On racontait son histoire dans les écoles militaires de la Confédération comme une parabole sur les limites de la volonté face aux lois de la biologie. Mais cette année, le cycle 847, l'attention était focalisée sur une candidate inhabituelle. L'espèce était connue pour sa turbulence politique, son retard technologique comparatif, et sa propension déconcertante à la violence intraspécifique. Elle venait de se faire admettre dans la CMH après 2 siècles de candidatures contestées, non sans controverse. Certains ambassadeurs avaient voté contre, arguant que cette espèce était trop instable pour les responsabilités galactiques. L'espèce humaine. La planète d'origine, Ternéo, Sol 3 dans les archives galactiques. La candidate, Sarah Elizabeth Calder, 32 ans standard, citoyenne de la République de Boston, Amérique du Nord. Sa particularité, elle était arrivée avec des chaussures tissées en polymère synthétique basique, un short de tissu simple, une camisole respirante, et son seul équipement était une gourde en plastique recyclé contenant 750 ml d'eau. Aucun dispositif de survie. Aucune technologie. Pas même un scanner biométrique personnel. Elle ressemblait à une erreur de protocole, une touriste égarée dans un événement galactique. Dans la tribune des commentateurs, perché à 300 mètres au-dessus de la ligne de départ, Quito, un vulpin à la fourrure argentée et aux yeux composés scintillants, se pencha vers sa partenaire de transmission,
Xira, une céleste au crâne ovoïde translucide dans lequel pulsaient des lumières bioluminescentes. Quito et Xira formaient le duo de commentateurs le plus populaire de la CMH. Leur émission, Les Limites Vivantes, était diffusée sur 92 mondes différents, traduite en 163 langues. Ils étaient connus pour leur analyse acérée et leur humour caustique. Xira, commença Quito, tapotant son écran holographique avec une griffe, est-ce que leur fiche d'inscription est exacte? Une Terre Néo? Vraiment? Xira fit pivoter son siège, ses membres translucides ondulant dans l'air filtré de la cabine. Absolument confirmé, Quito. Première participation humaine officielle. Elle s'est inscrite sans équipe, sans support médical, sans coach. Son formulaire d'inscription indiquait textuellement « Je cours ». C'est tout. Quito laissa échapper une onde sonore aiguë qui, chez les Vulpins, signifiait un mélange de dérision et de pitié profonde. Oh, c'est diplomatique, j'imagine. Une démonstration symbolique de bonne volonté. Je donne aux humains un maximum de, disons 60 minutes avant qu'elle ne déclenche sa balise de détresse. 0.8 G est brutal pour leur structure squelettique légère. Regarde-la, Xira. Elle a l'air d'une enfant perdue. Xira zooma sur l'image de Sarah Calder. La caméra captura son visage, cheveux châtains attachés en queue de cheval, très réguliers mais ordinaires, aucune marque de bio-augmentation visible. Elle s'étirait méthodiquement, faisant des mouvements que les analystes galactiques identifièrent comme des étirements musculaires préventifs. Elle a l'air calme, observa Xira. Trop calme. Soit elle ne comprend pas dans quoi elle s'est engagée, soit. Soit quoi? Demanda Quito, amusé. Soit elle sait quelque chose que nous ignorons. Quito ricana. Impossible. Nous avons analysé leur physiologie pendant des décennies avant de les admettre dans la CMH. Les humains sont des bipèdes endothermes standards. Force musculaire médiocre, vitesse de pointe ridicule, pas d'adaptation environnementale notable. Leur seul talent est leur capacité à fabriquer des outils et à se reproduire rapidement. En termes athlétiques, ils sont, comment dire, décoratifs. Sur l'écran principal, le compte à rebours atteignit les dernières secondes. 10, 9, 8. 300 participants étaient alignés à la ligne de départ. Des bipèdes écailleux. Des tripodes arachnoïdes. Des masses gélatineuses maintenues par des champs de stase. Des êtres volants qui utiliseraient leurs ailes pour planer lors des descentes. La diversité biologique de la Confédération était exposée dans toute sa splendeur étrange. Et au milieu de tout cela, Sarah Calder, petite, mince, humaine. 3, 2, 1. Le marathon galactique n'attendait plus que son départ. Et sa première victime. Chapitre 1, le plaisir de la défaillance. L'air de Samo 4 vibrait sous l'effet du compte à rebours. La tonalité grave, conçue pour traverser le spectre auditif des 120 espèces représentées, résonnait comme un gong dans la poitrine de Sarah Calder. Devant elle, la ligne de départ était une dalle d'acier poli qui s'ouvrait sur une friche rocailleuse, baignée par la lumière artificielle des soleils jumeaux de Samo 4. L'air sentait l'ozone et l'humidité, un mélange familier qui lui rappelait les matins brumeux de Cap Cod. Sarah observa ses concurrents. À sa gauche, un béane massif, une créature à 4 bras et à la musculature fibreuse qui ressemblait à une sculpture de câbles d'acier vivant. Il portait un filet d'auto-refroidissement sophistiqué qui diffusait une brume légère autour de son corps. Ses yeux, 4 globes dorés, fixaient la ligne d'horizon avec une intensité carnassière. À sa droite, un groupe de xyloïdes, des êtres végétaux à la peau de cellulose renforcée, s'injectaient des nutriments photosynthétiques concentrés à travers des pores bioorganiques situés dans leur torse. Leur respiration produisait un sifflement doux, presque musical. Plus loin, elle aperçut des crénies, des reptiles à sang-froid dont les écailles changeaient de couleur selon leur température interne. Des rhinoxiens, massifs et lourds, dont les pattes ressemblaient à des piliers de pierre. Des virans, créatures électriques dont le cœur pulsait de décharges bioluminescentes bleues. Tous étaient ici pour survivre. Sarah était là pour courir. Elle ferma les yeux une seconde, se concentrant sur sa respiration.
Dans 2, 3, 4. Dehors 2, 3, 4. Une technique simple qu'elle avait apprise à l'âge de 15 ans, lors de son premier semi-marathon à Boston. Elle sentit son rythme cardiaque se stabiliser. 62 battements par minute. Parfait. Le signal retentit. Le départ est donné. Ce fut l'anarchie habituelle. Les premières minutes d'un marathon galactique étaient toujours une explosion de puissance métabolique incontrôlée. Les espèces construites pour la force et la vitesse prenaient immédiatement la tête, gaspillant leurs réserves énergétiques dans un sprint suicidaire. Le Béan s'envola littéralement, ses 4 bras propulsant son corps massif en avant avec une force qui pulvérisa la roche sous ses pieds. Il laissa derrière lui un sillage de poussière vaporisée et disparut dans le premier virage en moins de 15 secondes. Les virants le suivirent, leur corps crépitant d'électricité statique, laissant des traces de lumière bleue dans leur sillage. Sarah, elle, partit à son allure. Un rythme doux, régulier, presque méditatif. Ses pieds touchaient le sol avec l'économie de mouvement d'une horloge bien huilée. Talons, plante, orteil. Talons, plante, orteil. Un rythme qu'elle pouvait maintenir pendant des heures. Son seul repère était sa montre terrestre, un simple chronomètre numérique attaché à son poignet gauche. Elle maintint une allure de 5 minutes par kilomètre. Confortable. Aérobie. Durable. 1 heure de course. Kilomètre 12. Les premiers signaux de défaillance clignotèrent sur les écrans de contrôle de la station médicale orbitale. 10 virants s'effondrèrent simultanément, leur circuit bioélectrique surchauffé. Leur métabolisme, conçu pour des sprints de survie de 30 secondes, ne pouvait pas soutenir un effort prolongé. Leur cœur, de simples organes pulsant des décharges électriques, entrèrent en arythmie fatale. Les drones Medivac, des capsules argentées équipées de stabilisateurs médicaux, descendirent en spirale et récupérèrent les corps convulsifs. Dans la tribune, Quito observait les données avec une fascination clinique. Premier abandon massif, annonça-t-il. Les virants sont hors course. Comme prévu. Leur physiologie n'est tout simplement pas compatible avec ce type d'effort. C'est toujours la même erreur, confondre vitesse et endurance. Et l'humaine ? Demanda Xira. Quito fit défiler les écrans jusqu'à trouver le marqueur biométrique de Sarah Calder. Il fronça ses crêtes frontales. Elle est à l'arrière du peloton. Kilomètre 12. Rythme constant. Pas de variation. Pas d'accélération. Son rythme cardiaque est, attendez. Il zooma sur les données physiologiques. Son rythme cardiaque est de 142 battements par minute. C'est bas. Anormalement bas pour un tel effort sous 0,8 G. Elle devrait être à 180, peut-être plus. Xira se pencha. Peut-être que son capteur est défectueux ? Non, répondit Quito lentement. J'ai vérifié 3 fois. Le capteur fonctionne. C'est juste, son cœur. Il ne bat pas assez vite. Comme si elle n'était pas en train de faire un effort maximal. Impossible, murmura Xira. Sur l'écran, Sarah Calder dépassait méthodiquement les débris technologiques abandonnés par des athlètes au bord de la rupture. Des exosquelettes brisés. Des dispositifs de régulation thermique en panne. Des champs de stase éteints. Elle buvait une gorgée d'eau de sa gourde, ses jambes continuant leur mouvement mécanique, régulier, imperturbable. 2 heures de course. Kilomètre 24. Le terrain devint traître. Une série de dunes de sable siliceux s'étendait sur 8 kilomètres. Le sable, d'un blanc aveuglant, renvoyait la lumière des soleils artificiels avec une intensité cruelle. Le Béan, toujours en tête mais ralenti, luttait désespérément. Ses 4 bras s'enfonçaient dans le sable à chaque pas, sa carapace se fissurant sous l'effort thermique. Son filet de refroidissement avait cessé de fonctionner au kilomètre 20, et sa température interne grimpait dangereusement. Sarah Calder atteignit les dunes avec un sourire. La course sur sable. Elle pensa immédiatement à la côte atlantique, à Nose Beach, à ses longues sorties d'entraînement matinales où elle courait pieds nus sur le sable humide.
Ce n'était pas un obstacle pour elle. C'était un changement de rythme, une variation tactile. Elle relâcha consciemment ses chevilles, transformant son pas en un shuffle glissé, économique en énergie. Au lieu de pousser contre le sable, elle le caressait, laissant ses pieds effleurer la surface. Elle dépassa deux rhinoxiens massifs, des êtres lourds et puissants qui étaient maintenant enfoncés jusqu'aux genoux dans le sable, leur corps de pierre trop dense pour cette surface instable. Aide! Grogna l'un d'eux dans son traducteur universel. Sarah ralentit une seconde, hésita, puis secoua la tête. Les règles étaient claires, pas d'assistance. Elle continua. 2h15. Kilomètre 42. Sarah Calder aperçut la ligne d'arrivée. Elle était seule dans son champ de vision. Le Béan était loin derrière, luttant désespérément avec ses 4 membres dans un état d'épuisement critique. Son corps magnifique, conçu pour la puissance pure, était devenu un piège. Il ne pouvait pas ralentir sans s'effondrer. Il ne pouvait pas accélérer sans se détruire. Sarah, elle, accéléra légèrement. Une impulsion du diaphragme qu'elle connaissait bien. C'était le moment où l'effort devenait plaisant, où les endorphines prenaient le relais, où la douleur musculaire se transformait en euphorie neurochimique. Elle franchit le capteur de la ligne d'arrivée. Un seul son remplit le stade de Samo 4, le bip électronique de son chronomètre personnel. Temps officiel de Sarah Calder, 2h15, 38. Le temps de Crétax, l'Olarion légendaire, le record sacré de la galaxie, avait été pulvérisé par une marge de près de 6 heures. Le stade bascula dans un silence si complet qu'il semblait absorber l'atmosphère elle-même. Dans la tribune des commentateurs, Quito laissa tomber son casque de transmission. Sa fourrure argentée se hérissa, dressée par une confusion biologique profonde. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Murmura-t-il, incapable de former un commentaire cohérent. Xira, d'habitude imperturbable, émettait des pulsations lumineuses erratiques, signe d'un choc cognitif chez les célestes. Sur la piste, Sarah s'arrêta, se pencha en avant, main sur les genoux, et reprit son souffle pendant quelques secondes. Puis elle se redressa, sourit à la foule silencieuse de milliers d'êtres pétrifiés, et marcha tranquillement vers une table d'eau de récupération installée près de l'arrivée. Elle avait l'air fatiguée, certes. Ses joues étaient rouges. Son front luisait de transpiration. Mais elle n'était pas brisée. Pas effondrée. Pas détruite. Elle but une gorgée d'eau, s'étira les quadriceps, et s'assit calmement sur un banc. Puis les sirènes se mirent à hurler. Ce n'étaient pas les sirènes des secours médicaux. C'étaient celles de l'inspection antidopage et contrôle de conformité biologique. L'impossible venait d'arriver. Et pour la Confédération des mondes habités, l'impossible était toujours la preuve d'une fraude. Si vous êtes captivé par l'histoire de Sarah Calder et que vous voulez découvrir comment la Confédération réagira face à cette révélation terrifiante, laissez un pouce bleu pour soutenir ce contenu. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre performance d'endurance personnelle la plus impressionnante ? Avez-vous déjà couru un marathon ? Partagez votre expérience. Maintenant, reprenons l'histoire. Chapitre 2, la théorie de la chaussure tissée. Le local de contrôle antidopage n'était pas conçu pour l'intimité ou le réconfort. C'était une chambre clinique en céramique blanche, stérile, illuminée par des bandes lumineuses qui diffusaient une lumière froide et analytique. Les murs étaient couverts de capteurs bioscan hautement sensibles, capables de détecter la moindre anomalie moléculaire. Sarah Calder était assise sur une chaise en métal, encore vêtue de ses habits de course, une couverture thermique argentée drapée sur ses épaules. Devant elle, alignés comme un tribunal, se tenaient 3 membres du comité d'éthique sportive de la CMH. Arbitre Helios, une entité gazeuse télienne maintenue dans un conteneur cylindrique en verre blindé. Son corps était un tourbillon de particules lumineuses qui changeaient de couleur selon ses émotions actuellement, un orange profond, signe d'inquiétude et de scepticisme. Helios représentait la rigueur scientifique absolue, l'objectivité sans compromis. Commandant Drex, un zétan de petite taille mais à la musculature dense, avec des yeux composés qui captaient simultanément 17 spectres lumineux différents.
Il était chef de la sécurité et du contrôle technique, responsable de détecter toute fraude technologique. Ses mandibules claquaient nerveusement, un tic qu'il avait lorsqu'il était confronté à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Ambassadrice Jeanira, une nymphe de la planète Xylo, la seule qui semblait considérer Sarah comme un être conscient et non comme un échantillon de laboratoire suspect. Sa peau translucide laissait voir un réseau de veines bioluminescentes qui pulsaient doucement. Elle était connue pour sa diplomatie et son empathie interespèce. Le silence était oppressant. Drex fut le premier à parler, sa voix synthétique résonnant froidement dans la pièce. « Madame Calder, vos constantes métaboliques sont impossibles. » Il fit pivoter un écran holographique vers Sarah. Des graphiques rouges, des chiffres clignotants, des données qui criaient l'anomalie. L'analyse de votre sang artériel, prélevée immédiatement après votre arrivée, montre un taux de lactate inférieur à 4 millimoles par litre. Après 42 km sous 0,8 g. Pour référence, c'est le niveau d'un être au repos. La plupart des athlètes de la CMH atteignent 15 à 20 millimoles après un tel effort. Le BAN était à 28 millimoles quand nous l'avons évacué. Expliquez-nous comment c'est possible. Sarah regarda les graphiques avec un intérêt poli. Je suis restée en zone aérobie. Zone aérobie ? Répéta Drex, comme si elle venait de prononcer une formule magique incompréhensible. Arbitre Helios pulsa une lueur froide à travers son conteneur. Sa voix était une symphonie de fréquences harmoniques qui se traduisait automatiquement. Nous avons analysé la piste kilomètre par kilomètre pour détecter toute anomalie gravitationnelle. Aucune. Nous avons scanné votre équipement avec des spectromètres quantiques. Rien. Nous avons vérifié votre génome, aucune modification détectable. Mais vous avez violé les principes fondamentaux de la physiologie galactique. Jeanira leva une main délicate, apaisante. Docteur Helios, peut-être devrions-nous d'abord écouter Madame Calder. Elle se tourna vers Sarah avec un sourire doux. Nous ne vous accusons pas de fraude. Nous essayons simplement de comprendre. Votre performance défie tout ce que nous savons sur la biologie de l'endurance. Sarah but une gorgée d'eau de récupération. Elle avait l'air un peu essoufflée, mais parfaitement lucide, presque amusée par la situation. Je n'ai rien violé, répondit-elle calmement. Je viens de courir un marathon. C'est quelque chose que des millions d'humains font chaque année. Le silence qui suivit était chargé d'incrédulité. Des millions ? Répéta Drex lentement. Oui. Le marathon de Boston attire environ 30 000 participants chaque année. Le marathon de New York, 50 000. Il y a des marathons dans presque toutes les grandes villes de la Terre. Drex tapota frénétiquement son écran, accédant aux archives terrestres. Ses yeux composés s'écarquillèrent autant qu'un étang pouvait exprimer le choc. Vous voulez dire que ces événements ne sont pas des rituels de survie ? Ce ne sont pas des épreuves militaires ? Non, répondit Sarah avec un sourire. La plupart des gens le font pour le plaisir. Ou pour la santé. Ou pour lever des fonds pour des causes caritatives. Pour le plaisir ? La voix synthétique de Drex grimpa d'une octave. Jeanira se pencha en avant, fascinée. Madame Calder, je dois vous poser une question directe. Dans votre culture, l'endurance est-elle considérée comme une compétence exceptionnelle ? Une capacité rare ? Sarah réfléchit un moment. Non, pas vraiment. C'est quelque chose que presque tout le monde peut développer avec de l'entraînement. Il y a des coureurs de marathon qui ont 80 ans. Des enfants de 12 ans qui terminent des ultras. L'endurance n'est pas un talent, c'est une pratique. Elle se leva et commença à marcher lentement dans la pièce, ses muscles encore chauds de l'effort. Vous faites une erreur fondamentale dans votre analyse. Vous mesurez l'endurance par la capacité à survivre à un effort maximal. Nous, les humains, nous la mesurons par la capacité à persister dans un effort sous-maximal pendant une durée prolongée. Elle pointa le graphique de Drex. Vous avez raison sur un point, nous ne sommes pas conçus pour l'explosion de puissance. Je ne pourrai jamais battre le BAN en sprint.
Notre force musculaire est médiocre comparée à la plupart des espèces de la CMH. Mais notre corps est une machine conçue pour ne jamais s'arrêter. Arbitre Helios émit une pulsation jaune, curiosité intense. Expliquez-nous précisément. Quel est le secret de cette obstination biologique? Sarah s'arrêta près d'une fenêtre qui donnait sur la piste de Samo 4. Le soleil artificiel commençait son cycle de descente, projetant des ombres longues sur le sable blanc. L'évolution, dit-elle simplement. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs bipèdes. Il y a 2 millions d'années, nos ancêtres ne pouvaient pas rattraper une antilope à la course. Elles étaient trop rapides. Alors nous avons développé une autre stratégie, nous les chassions jusqu'à ce qu'elles s'effondrent d'épuisement. Ça s'appelle la chasse par persistance. Elle se retourna vers le tribunal silencieux. Nos jambes sont de longs ressorts élastiques qui conservent l'énergie cinétique. Nos tendons d'Achille sont comme des élastiques naturels. Nous avons une capacité unique à transpirer sur tout le corps, pas seulement par des glandes localisées, pour un refroidissement optimal. Et surtout, elle tapota sa poitrine. Nous avons un cœur et des poumons conçus pour maintenir une allure stable, juste assez lente pour que notre métabolisme reste en mode aérobie. Nous n'accumulons jamais de dettes d'oxygène insurmontables. Nous faisons la course d'usure la plus sophistiquée de la galaxie. Nous ne gagnons pas par la force. Nous gagnons en continuant simplement à avancer pendant que tout le monde s'effondre. Elle sourit, un sourire qui contenait 2 millions d'années d'évolution prédatrice. C'est le secret de la chaussure tissée. Nous n'avons pas besoin de technologie. Notre technologie, c'est notre corps. Géanira était immobile, ses veines bioluminescentes pulsant rapidement, signe d'excitation intellectuelle chez les nymphes. Vous dites que votre espèce entière possède cette capacité? Que ce n'est pas une anomalie génétique rare? Exactement. Avec de l'entraînement, n'importe quel humain en bonne santé peut courir un marathon. C'est dans nos gènes. C'est ce que nous sommes. Le silence revint, mais cette fois ce n'était pas un silence de suspicion. C'était un silence de révision cognitive, de paradigmes qui s'effondraient et se reconstruisaient. Drex ferma ses écrans holographiques d'un geste brusque. Verdict du comité, performance légale. Aucune violation des règlements détectés. Sa voix était mécanique, mais Sarah détecta une nuance nouvelle, le respect. Arbitre Helios émit une pulsation verte, acceptation. La Confédération vient de recevoir sa première leçon d'anthropologie humaine. Bienvenue dans le marathon galactique, Madame Calder. Géanira se leva et s'approcha de Sarah, lui tendant une main translucide. Je dois être honnête avec vous. Votre performance va provoquer un choc culturel majeur dans la CMH. Vous venez de briser quelque chose de sacré. Sarah serra la main de l'ambassadrice. Je voulais juste courir. Je sais, répondit Géanira doucement. C'est précisément ce qui les terrifie. Chapitre 3, l'ultramarathon de la peur. La nouvelle se répandit dans la Confédération comme une onde de choc quantique. En moins de 48 heures, l'exploit de Sarah Calder était devenu la donnée la plus accédée dans les archives publiques de la CMH. Les réseaux d'information de 347 mondes diffusaient en boucle la vidéo de sa course. Les analystes militaires, les biologistes, les philosophes, les stratèges politiques, tous étudiant les mêmes images avec une fascination mêlée de terreur. Les humains n'étaient pas des athlètes exceptionnels. Ils étaient des machines à mouvement perpétuel mal camouflées. Le record du marathon galactique, l'étalon sacré de la survie biologique, l'événement qui rappelait à chaque espèce ses limites fondamentales, était devenu une plaisanterie de 2 heures et 15 minutes. Dans les couloirs du Conseil des espèces, l'organe gouvernemental suprême de la CMH, l'atmosphère était tendue. Les ambassadeurs se réunissaient en session d'urgence. Les implications stratégiques de cette révélation biologique étaient en train d'être calculées, modélisées, redoutées. L'amiral Cortax, un chronosien massif dont la carapace d'obsidienne portait les cicatrices de 12 campagnes militaires, était assis dans la salle des délibérations, ses 6 yeux fixés sur un hologramme montrant Sarah Calder en train de courir. « Jouez là encore », ordonna-t-il. L'hologramme reprit. Sarah Calder,
kilomètre après kilomètre, son rythme constant, imperturbable. Pas d'essoufflement visible. Pas de ralentissement. Juste ce mouvement méthodique, mécanique, qui semblait pouvoir durer éternellement. C'est comme regarder une marée monter, murmura conseiller Thrall, un céleste dont le crâne translucide pulsait d'un rouge inquiet. Lente, inévitable, impossible à arrêter. Cortax éteignit l'hologramme d'un geste violent. Le problème n'est pas cette femme. Le problème est ce qu'elle représente. Si elle peut faire ça, alors ils peuvent tous le faire, termina Thrall. Toute leur espèce. Le silence qui suivit était chargé d'implications militaires non dites. Cortax activa un autre hologramme, cette fois, une simulation tactique. Nos stratégies de guerre sont basées sur la puissance de frappe rapide et les campagnes courtes. Nous frappons fort, nous frappons vite, l'ennemi capitule ou est détruit. Mais contre une espèce qui peut simplement continuer. La simulation montrait des flottes humaines avançant lentement mais constamment, absorbant les pertes, remplaçant les vaisseaux détruits, avançant toujours. Pas de retraite. Pas d'épuisement. Juste une avancée implacable. Il nous userait, dit Thrall à voix basse. Il transformerait n'importe quel conflit en guerre d'attrition. Et dans une guerre d'attrition, nous perdrions, termina Cortax amèrement. 3 jours après le marathon galactique, Sarah Calder fut reconvoquée à Samo 4. Cette fois, l'atmosphère n'était plus à l'accusation mais à une étrange forme de respect craintif. Elle entra dans la salle des ambassadeurs, une chambre hexagonale aux murs de cristal qui donnait sur l'espace. La Voie lactée s'étirait devant elle, une rivière de lumière dans l'obscurité. Rhaenyra l'attendait, accompagnée de 5 autres ambassadeurs représentant les principales factions de la CMH. Madame Calder, commença solennellement Rhaenyra. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Je vais être direct avec vous. Votre performance au marathon galactique a provoqué une crise existentielle dans la Confédération. Sarah fronça les sourcils. Une crise existentielle ? J'ai juste couru. Précisément, intervint ambassadeur Zelkor, un zétan dont les yeux composés reflétaient des centaines d'images de Sarah. Vous avez juste couru. Sans effort apparent. Sans souffrance visible. Vous avez transformé notre rituel le plus sacré en promenade de santé. Nous avons étudié vos archives terrestres, continua Rhaenyra. Nous avons découvert que votre espèce pratique des événements encore plus extrêmes. Des distances que vous appelez ultramarathons. Des courses de 100 km. 200 km. Des courses qui durent 24 heures. Elle fit une pause, laissant l'information peser. Nous ne comprenons pas. Pourquoi votre espèce s'inflige-t-elle volontairement ces souffrances ? Sarah sourit, un sourire triste et doux. Parce que ce ne sont pas des souffrances. Pas pour nous. C'est difficile à expliquer. Il y a quelque chose dans le fait de se déplacer pendant longtemps qui nous apaise. Qui nous rend heureux. Nous appelons ça le runner's high. L'euphorie du coureur. C'est une libération d'endorphines. Des endorphines. Répéta Zelkor, comme s'il prononçait le nom d'une drogue dangereuse. Rhaenyra prit une profonde inspiration. Madame Calder, le Conseil des espèces vous propose un défi. Un nouveau défi. Elle activa un hologramme montrant la surface de Samo 4, avec un parcours tracé en bleu lumineux. Le grand défi d'endurance de Samo 4. Un parcours de 100 km. Même condition, 0,8 G, atmosphère neutre, pas d'assistance. Terrain plus exigeant, nous avons ajouté des sections montagneuses, des passages en eau peu profonde, des zones de chaleur extrême. Rhaenyra regarda Sarah dans les yeux. Si vous pouvez compléter cette distance, la Confédération reconnaîtra officiellement l'endurance humaine comme une catégorie biologique unique. Nous réécrirons nos manuels de physiologie. Nous admettrons que nous avions tort. Sarah comprit immédiatement. C'était un piège diplomatique élégant. Le Conseil pensait que l'effort supplémentaire, le mur des 70 km, le terrain hostile, briserait enfin l'humaine. Le marathon était un sprint de survie.
L'ultramarathon était une destruction lente et méthodique. Ils voulaient la voir échouer. Ils avaient besoin de la voir échouer. Sarah Calder regarda le parcours holographique. 100 km. Elle avait déjà couru des ultras de cette distance. Son record personnel était à Leadville, Colorado, 100 miles en altitude. Comparé à ça, Samo 4 serait difficile, mais faisable. J'accepte, répondit-elle sans hésitation. Jeanira ferma les yeux brièvement, soulagement ou résignation, Sarah ne sut pas. Le départ aura lieu dans 10 jours. Cela vous laisse le temps de vous préparer. 10 jours plus tard. Le départ du grand défi d'endurance fut un événement transmis en direct sur 92 mondes. Les paris galactiques étaient ouverts. Les analystes calculaient les probabilités. La plupart donnaient à Sarah Calder une chance sur 1000 de terminer. Seulement 18 athlètes du marathon galactique osèrent se présenter. Tous avaient des dispositifs médicaux intégrés, mais les règles de l'ultramarathon autorisaient uniquement le monitoring passif, pas l'assistance active. Le béane était présent, sa carapace réparée avec des alliages renforcés. Il avait juré publiquement de battre l'humaine. « Je préfère mourir que de perdre à nouveau », avait-il déclaré dans une interview pré-course. Sarah se tenait à la ligne de départ, cette fois avec un petit sac à dos contenant 2 litres d'eau, des barres énergétiques, des électrolytes en poudre et une veste légère pour les sections de haute altitude. Quito et Xira étaient de nouveau aux commandes de la transmission. « Nous y revoilà, dit Quito, sa voix plus prudente cette fois. Mais 100 km, Xira. Ce n'est pas un marathon. À cette distance, le corps humain entre dans un territoire métabolique inconnu. Nous avons consulté les meilleurs biologistes de la CMH, répondit Xira. Leur consensus, elle tiendra peut-être jusqu'à 60 km. Après, son corps épuisera ses réserves de glycogène. Elle entrera en cétose. Ses muscles commenceront à se consumer eux-mêmes. Espérons qu'elle a un plan, murmura Quito. Le second départ est donné. Cette fois, la course était différente. Plus personne n'essayait de sprinter. Les 18 athlètes se mirent à un rythme lent, conservateur, calculé. Mais même un rythme conservateur était trop rapide pour la plupart d'entre eux. Sarah partit à son allure habituelle. 5 minutes par kilomètre. Un rythme qu'elle pouvait maintenir pendant, eh bien, elle verrait. Kilomètre 40. Les premiers abandons. 2 craignis, des êtres à sang-froid, s'effondrèrent, leur régulation thermique complètement dépassée. Leurs corps entrèrent en torpeur, un mécanisme de survie qui les plongea dans un coma métabolique. Les drones Medivac les récupérèrent. Sarah avait ralenti légèrement son allure, ajustant son effort. Elle mangeait des barres énergétiques toutes les 45 minutes, maintenant son glucose stable. Elle buvait régulièrement, petite gorgée constante. Kilomètre 50. Le point de mi-parcours. Le béane, qui avait maintenu une allure agressive, commençait à montrer des signes de détresse. Ses 4 bras tremblaient visiblement. Son filet de refroidissement fonctionnait au maximum, diffusant une brume froide, mais sa température interne continuait de grimper. Sarah le dépassa dans une montée rocailleuse. Leurs regards se croisèrent. « Comment ?» grogna le béane. « Comment est-ce possible ?» Sarah ne répondit pas. Elle n'avait pas l'énergie pour parler. Elle conservait chaque calorie, chaque souffle. Kilomètre 72. Le béane s'effondra. Son corps magnifique, conçu pour la puissance explosive, avait consommé toutes ses réserves. Ses muscles avaient littéralement digéré leurs propres protéines pour continuer à fonctionner. Il fut récupéré inconscient, son cœur battant à un rythme dangereusement irrégulier. Sarah était maintenant seule sur le parcours. Le soleil artificiel de Samo 4 commençait son cycle de refroidissement nocturne. La température chuta de 15 degrés en 1 heure. Sarah sortit sa veste légère et continua. Kilomètre 85. Dans la cabine de transmission, Quito était silencieux. Xira émettait des pulsations vertes, admiration mêlée de peur. Elle est toujours en zone aérobie, murmura Quito,
regardant les données biométriques. Après 85 km. Son rythme cardiaque n'a augmenté que de 12 battements par minute depuis le départ. C'est impossible. C'est biologiquement impossible. Apparemment non, répondit Xira doucement. Kilomètre 100. Sarah Calder franchit la ligne d'arrivée après 9 heures, 45 minutes et 12 secondes de mouvement continu. Elle s'arrêta, mit les mains sur les genoux, respira profondément pendant 1 minute, puis se redressa. Elle avait mis la galaxie à genoux. Jeanira l'attendait à l'arrivée, seule. L'ambassadrice nymphe avait les larmes aux yeux, une réaction rare chez son espèce. « Vous l'avez fait » murmura-t-elle. « Bien sûr » répondit Sarah simplement. « C'est ce que nous faisons. » Cette nuit-là, les mots de Sarah Calder, prononcés lors de son interrogatoire après le marathon, furent diffusés dans tous les réseaux de la Confédération. Nous pouvons simplement marcher, jusqu'à ce que nos ennemis s'effondrent. Cette fois, ces mots ne furent pas compris comme une métaphore arrogante. Ils furent compris comme une déclaration biologique. Une menace existentielle. Pour la première fois dans l'histoire de la CMH, la pensée d'un conflit prolongé avec l'espèce humaine n'inspirait plus le mépris. Elle inspirait la peur. Chapitre 4 – La science de la persistance. L'exploit de Sarah Calder ne fut pas seulement un événement sportif. Ce fut un bouleversement épistémologique qui secoua les fondations mêmes de la biologie comparative galactique. Le record du grand défi d'endurance fut classé dans une nouvelle catégorie créée spécialement pour lui, anomalie biologique non assistée, classe alpha, ABNA 1, en attendant que les scientifiques galactiques puissent digérer, analyser, et finalement accepter les implications. L'Institut de physiologie comparée, Nebula 7. La Confédération dépêcha des ressources colossales vers son centre de recherche le plus avancé, l'Institut de physiologie comparée, IPC, sur Nebula 7, une station spatiale massive qui abritait les plus grands esprits scientifiques de 83 espèces différentes. L'objectif, décortiquer le modèle métabolique humain, désormais désigné par le nom de code officiel endurance létale. Le docteur Varak, un sarpadien réputé pour sa capacité à modéliser la biochimie des espèces les plus rares et complexes, prit la tête du projet. Varak ressemblait à une mante religieuse géante, avec 6 pattes articulées et une tête triangulaire couverte de capteurs sensoriels. Il avait consacré 3 siècles à l'étude de la physiologie interespèce. Et Sarah Calder venait de détruire 3 siècles de certitude. Dans le laboratoire principal de l'IPC, Varak examinait les données du marathon et de l'ultramarathon, projetées sur des écrans holographiques qui couvraient les murs comme une galaxie d'informations lumineuses. « Regardez » dit Varak à son équipe de 12 assistants, désignant un graphique de la consommation d'oxygène de Sarah. Le taux de conversion du glucose en ATP chez cette humaine est exceptionnel, mais ce n'est pas là que se trouve la clé. La clé est dans la gestion de l'entropie. Il fit pivoter un modèle 3D hyper détaillé du système musculaire humain, chaque fibre musculaire visible, chaque mitochondrie étiquetée. Les humains ont une proportion inhabituelle de fibres musculaires de type I, dite lente, expliqua Varak, zoomant sur une section du quadriceps. Ces fibres sont littéralement gorgées de mitochondries. Regardez cette densité, c'est 3 fois supérieure à celle d'un zétan, 5 fois supérieure à celle d'un chronosien. Les mitochondries sont les centrales électriques de la cellule. Plus vous en avez, plus vous pouvez produire d'énergie de manière aérobie, sans créer de dette d'oxygène. Dr Shivara, une céleste spécialisée en bioénergétique, intervint, mais docteur, la plupart des espèces de la Confédération privilégient les fibres de type 2, rapides, pour la puissance explosive. C'est un avantage évolutif évident pour la chasse, la fuite, le combat. Pourquoi les humains ont-ils évolué différemment ? Varak claqua ses mandibules, son équivalent d'un sourire sardonique. Parce qu'ils ne chassaient pas comme nous. Ils ne fuyaient pas comme nous. Accédez aux archives anthropologiques terrestres. Regardez. Un hologramme se matérialisa, la savane africaine, il y a 2 millions d'années. Des hominidés primitifs, les ancêtres de Sarah Calder, poursuivant une antilope sous un soleil brûlant. Regardez attentivement, murmura Varak. L'antilope sprintait, magnifique, rapide, gracieuse.
Elle disparaissait à l'horizon en quelques secondes. Les hominidés ne sprintaient pas. Ils trottinaient. Lentement. Méthodiquement. L'antilope est plus rapide, expliqua Varak. Beaucoup plus rapide. Mais les hominidés ont un avantage, ils peuvent courir pendant des heures sous le soleil de midi. L'antilope, elle, doit s'arrêter pour halter, pour refroidir son corps. Les hominidés transpirent refroidissement par évaporation. Ils continuent d'avancer. L'hologramme accéléra. Heure après heure. L'antilope fuyait, s'arrêtait, haltait. Les hominidés la retrouvaient, la poursuivaient encore. 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 Finalement, après 6 heures, l'antilope s'effondra, morte d'épuisement thermique. Les hominidés la découpèrent calmement. Le laboratoire était silencieux. C'est ça, l'endurance létale, dit Varak doucement. Il ne tue pas par la force. Il tue en refusant simplement d'arrêter. Le paradoxe de la chaleur. La plus grande énigme pour l'équipe de Varak restait la thermorégulation. La plupart des espèces de la CMH se reposaient sur des systèmes internes sophistiqués, des fluides réfrigérants biosynthétiques chez les étangs, des mécanismes de stase temporaire chez les chronosiens, des radiateurs dermiques chez les virans. Sous 0,8 G et avec un effort prolongé, la surchauffe était la cause principale des abandons au marathon galactique. Même le BEAN, avec son système de refroidissement externe sophistiqué, avait succombé. Varak fit un zoom sur un enregistrement thermique de Sarah Calder pendant l'ultramarathon. Regardez sa peau. Les écrans montraient une fine couche d'humidité se formant sur tout le corps de Sarah, puis s'évaporant, encore et encore, comme un cycle perpétuel. Le refroidissement par évaporation, dit Varak, sa voix mêlée d'admiration et d'agacement intellectuel. C'est d'une simplicité enfantine. Et d'une efficacité terrifiante. Au lieu de conserver l'eau précieusement comme presque toutes les espèces, il la gaspille volontairement pour maintenir une température corporelle stable. 2 à 3 litres par heure sous effort. Il claqua ses mandibules, frustré. Leur seul équipement était leur peau et l'air environnant. Pas de technologie. Pas d'implant. Pas de nanorégulateur. C'est l'antitechnologie absolue. La biologie pure. Docteur Cort, un chronosien massif spécialisé en biomécanique, intervint, mais docteur, nous avons essayé de répliquer ce système chez d'autres espèces. C'est impossible. Un zétan qui transpire perd des électrolytes essentiels à sa neurologie. Il meurt de déshydratation en 2 heures. Un céleste n'a même pas de glande sudoripare. Comment pouvons-nous? Nous ne pouvons pas, coupa Varak sèchement. C'est précisément le problème. L'humain peut boire de l'eau simple, remplacer ses électrolytes avec une pincée de sel, et repartir. Nous ne le pouvons pas. Notre biologie est trop spécialisée. Trop efficiente pour la conservation. Les humains, eux, sont des gaspilleurs extraordinairement efficaces. La tentative de réplication. Sous la pression politique du Conseil des espèces, Varak fut contraint de tenter une réplication expérimentale. Il sélectionna un groupe de volontaires, 8 athlètes d'élite de différentes espèces, dont le BEAN fraîchement réanimé et guéri. L'objectif, les former à la méthode humaine, le régime aérobie strict. Pendant 3 semaines standards, les athlètes furent soumis à un entraînement progressif, marche rapide sur longue distance, course lente et contrôlée, maintien d'une fréquence cardiaque dans une zone spécifique. Le résultat fut un désastre physiologique complet. Le BEAN, incapable de ne pas puiser dans ses réserves de glycogène rapide, développa une dégénérescence musculaire sévère. Ses fibres de type 2, conçues pour la puissance, commencèrent littéralement à s'atrophier. Il perdit 18% de sa masse musculaire en 2 semaines. Un athlète vulpin, Rakstar, habitué à des efforts intenses et courts, chasse, combat, fuite, sombra dans une profonde dépression métabolique. Son cerveau, ne détectant aucun danger immédiat, aucun but évolutif à l'effort prolongé, cessa de produire les hormones nécessaires à la motivation. Il refusa de continuer après 8 jours. 2 célestes développèrent des arythmies cardiaques dangereuses. Leur cœur,
conçu pour des pulsations lentes et efficientes, ne pouvait pas maintenir un rythme élevé pendant des heures sans entrer en défaillance. Varac dut arrêter l'expérience au jour 19, après que l'un des participants ait frôlé la mort. Il rédigea son rapport final dans un silence lourd. Conclusion, l'endurance humaine de type aérobie prolongée n'est pas une compétence acquise. C'est une condition intrinsèque, ancrée dans des millions d'années d'évolution spécifique. Elle ne peut pas être répliquée artificiellement chez d'autres espèces sans modification génétique fondamentale, modification qui détruirait les avantages évolutifs propres à chaque espèce. Les humains ne sont pas supérieurs. Ils sont simplement différents. Dangereusement différents. L'endurance ne s'acquiert pas. Il faut l'être. Cette conclusion eut des répercussions immédiates sur le plan stratégique militaire. Le rapport de l'IPC, filtré dans les cercles diplomatiques et militaires de la Confédération, se terminait par une mise en garde glaçante. L'espèce humaine n'est pas puissante au sens traditionnel. Mais elle est dangereuse d'une manière que nous n'avions jamais envisagée. Elle est la seule espèce connue capable de vaincre un adversaire non par la force brute, non par la technologie supérieure, mais par sa simple volonté biologique de continuer d'avancer après que toutes les logiques énergétiques et métaboliques rationnelles se soient effondrées. Nous ne combattons pas une armée. Nous combattons une philosophie métabolique incarnée. Recommandations stratégiques, éviter tout conflit d'attrition avec l'espèce humaine. Chapitre 5, le long chemin vers l'acceptation. Le rapport de l'IPC, rapidement rebaptisé le traité sur l'endurance létale dans les cercles académiques, devint la lecture obligatoire dans toutes les académies militaires, toutes les ambassades, tous les conseils stratégiques de la Confédération. Il détaillait, avec une précision clinique et terrifiante, l'inefficacité totale des stratégies d'usure contre l'espèce humaine. La peur engendrée par l'exploit de Sarah Calder se manifesta d'abord par un isolement diplomatique subtil mais réel. Les mondes de la Confédération, habitués à traiter la Terre comme une périphérie turbulente mais fondamentalement insignifiante, commencèrent à la percevoir comme une entité dangereuse, imprévisible. Les lignes de crédit commercial furent discrètement gelées. Les transferts de technologie de pointe interrompus. Les invitations au sommet diplomatique majeur oubliées. L'humanité, qui avait lutté pendant 2 siècles pour être admise dans la CMH, se retrouvait soudainement mise en quarantaine. Le spectre de la guerre d'attrition. Au Conseil des espèces, dans la majestueuse chambre des délibérations, une structure sphérique flottant dans l'espace, avec des murs transparents donnant sur la galaxie, l'ambassadrice Jeanira prit la parole devant l'assemblée complète des 347 espèces. Elle avait demandé cette session extraordinaire. Elle savait que ce qu'elle allait dire provoquerait un choc, peut-être de l'hostilité. Mais elle sentait que le silence et la peur étaient plus dangereux que la vérité. Honorable membre du Conseil, commença-t-elle, sa voix amplifiée par des harmonisateurs multidirectionnels, nous avons commis une erreur monumentale. Le murmure de 347 systèmes de traduction simultanée emplit la chambre. Nous avons jugé les humains selon nos propres lois de la force. Nous pensions qu'ils étaient faibles parce qu'ils ne pouvaient pas sprinter aussi vite que les chronosiens. Parce qu'ils ne pouvaient pas soulever autant que les béanes. Parce que leur technologie militaire est primitive comparée à la nôtre. Elle fit une pause, laissant les mots résonner. Mais nous avons oublié la leçon la plus fondamentale de l'évolution, la force n'est pas une valeur absolue. Elle est contextuelle. Et dans le contexte d'un conflit prolongé, les humains ne sont pas faibles. Ils sont l'espèce la plus dangereuse que nous n'ayons jamais rencontrée. L'amiral Cortax, le chronosien qui avait étudié les simulations tactiques, se leva. Ambassadrice Jeanira, avec tout le respect que je vous dois, vous exagérez. Les humains n'ont pas de flotte de guerre significative. Leurs armes sont rudimentaires. Ils ne peuvent pas même coloniser leur propre système solaire efficacement. Jeanira se tourna vers lui. Amiral, permettez-moi de vous poser une question hypothétique. Si nous entrions en conflit avec les humains, quelle serait votre stratégie ? Cortax répondit sans hésiter. Frappe chirurgicale sur leur centre de commandement. Destruction de leur infrastructure militaire. Capitulation dans les 30 jours standards. C'est notre doctrine pour toute espèce de niveau technologique 3. Et si,
continua Jehanira doucement, il ne capitulait pas? Si, après votre frappe chirurgicale, il se contentait de reconstruire. Lentement. Méthodiquement. Et continuait à avancer vers vous. Que feriez-vous? Cortax fronça ses crêtes frontales. Nous frapperions à nouveau. Nous détruirions leurs nouvelles installations. Et s'ils reconstruisaient encore? Nous détruirions encore. Pendant combien de temps, amiral? Combien de frappes pouvez-vous lancer avant que vos flottes aient besoin de repos, de ravitaillement, de réparation? Combien de temps avant que votre économie de guerre commence à s'effondrer sous le poids d'un conflit qui ne se termine jamais? Le silence tomba sur la chambre. Jehanira activa un hologramme, la même simulation que Cortax avait étudiée dans son bureau. Des flottes humaines avançant lentement mais implacablement, absorbant les pertes, remplaçant les vaisseaux détruits, avançant toujours. Ils nous useraient, dit-elle à voix claire. Ils transformeraient n'importe quel conflit en guerre d'attrition. Et dans une guerre d'attrition contre une espèce biologiquement conçue pour l'attrition, nous perdrions. Pas en 30 jours. Pas en 1 an. Mais en 10 ans, en 20 ans, inévitablement, nous perdrions. Conseiller Thrall, le Céleste, prit la parole d'une voix tremblante. Vous suggérez donc, quoi? Que nous acceptions cette menace? Que nous vivions dans la peur permanente d'une espèce qui peut simplement continuer? Jehanira secoua la tête. Non. Je suggère que nous fassions la seule chose rationnelle, nous nous lions d'amitié avec eux. Nous les intégrons complètement dans la Confédération. Nous faisons en sorte qu'un conflit avec eux devienne impensable, non par la peur, mais par l'alliance. Elle désactiva l'hologramme. La maxime humaine, nous pouvons simplement marcher jusqu'à ce que nos ennemis s'effondrent, est maintenant la doctrine stratégique la plus citée dans nos académies militaires. Faisons en sorte qu'elle reste une curiosité académique et non une prophétie. Le vote qui suivit fut serré, mais le résultat fut sans appel. La Terre recevrait un statut de membre intégral avec tous les privilèges commerciaux, technologiques et diplomatiques. L'isolement prit fin. Mais la peur, elle, demeura. Une peur respectueuse, prudente. La peur de ceux qui ont compris qu'ils ont mal évalué un adversaire potentiel. Le prix de la victoire. Quant à Sarah Calder, elle se retrouva au centre d'un tourbillon médiatique et politique qu'elle n'avait jamais voulu. Elle ne reçut pas de prix en argent, le marathon galactique n'en offrait pas, n'étant qu'un rituel sacré. Elle ne fut pas élevée au rang de figure politique ou d'héroïne nationale. Elle devint, contre sa volonté, un objet d'étude, un symbole, un fétiche de la persistance. Des délégations scientifiques venaient des 4 coins de la galaxie pour l'observer. Pour la regarder courir sur tapis roulant pendant des heures. Pour prélever ses constantes métaboliques. Pour analyser sa sueur, son sang, sa respiration. Elle détestait ça. Un matin, 6 mois après l'ultramarathon, le commandant Drex, l'ancien chef de la sécurité qui l'avait interrogé, vint la voir dans le petit appartement qu'elle occupait sur Samo 4. Il ne portait plus son uniforme clinique, mais des vêtements civils simples. Il semblait plus petit, plus vulnérable sans son autorité officielle. « Madame Calder, dit-il en entrant, ses yeux composés évitant de la regarder directement. Je dois vous présenter mes excuses. » Sarah, qui s'étirait après une course matinale, le regarda avec surprise. « Des excuses? Nous vous avons traité comme une fraude. Comme une anomalie. Nous ne vous avions pas comprise. Nous ne comprenions pas que vous étiez simplement normal. Pour votre espèce. » Il s'assit maladroitement sur une chaise. « Je viens de lire le rapport de l'IPC. Le traité sur l'endurance létale. C'est terrifiant, Madame Calder. » Sarah s'assit en face de lui, fatiguée soudain. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, Drex. J'ai juste fait ce que je fais tous les dimanches matins sur Terre. Une longue course. C'est tout. Mais vous avez détruit le concept même de limite biologique pour la galaxie entière, insista-t-il. Vous nous avez obligés à reconsidérer ce qu'est la survie. Ce qu'est la force. Vous avez montré qu'il y a un avantage évolutif immense à ne pas être le plus puissant, mais le plus têtu.
Il sortit une petite boîte de sa sacoche et la posa sur la table. Elle contenait un trophée en cristal poli, représentant une silhouette en pleine course, mais dont les contours étaient abstraits, presque fluides. Le conseil a créé un nouveau trophée, expliqua Drex. Il ne célèbre pas la victoire sportive. Il célèbre la révélation. Il est pour vous. Sarah prit l'objet. Il était lourd, froid et silencieux. Il ne représentait pas un record de vitesse ou de puissance. Il représentait une leçon de philosophie métabolique, gravée dans le cristal. Merci, dit-elle simplement. Drex se leva pour partir, puis se retourna. Une dernière question, si vous me permettez. Pourquoi avez-vous accepté le défi de l'ultramarathon? Vous saviez que c'était un piège. Que nous voulions vous voir échouer. Sarah sourit, un sourire triste et honnête. Parce que j'aime courir. C'est aussi simple que ça. 100 kilomètres sur une belle planète sous des soleils artificiels? C'était une aventure. J'aurais été idiote de refuser. Drex la regarda longuement, essayant de comprendre cette psychologie étrange. Votre espèce est déconcertante, Madame Calder. Je sais, répondit-elle. Nous nous déconcertons nous-mêmes parfois. Quelques mois plus tard, Sarah quitta Samo 4. Elle n'était pas là pour l'argent, la gloire galactique ou la politique. Elle était là pour courir. Et elle avait fini sa course. Elle retourna sur Terre, dans sa petite maison de Cap Cod, face à l'océan Atlantique. Elle reprit ses entraînements matinaux habituels sur la plage. 5 heures du matin, marée basse, sable humide sous les pieds, le soleil se levant sur l'horizon. Personne ne la reconnaissait. Personne ne savait qu'elle était la femme qui avait terrorisé une galaxie entière. Et c'était exactement comme elle le voulait. Épilogue, l'héritage aérien. 53 ans plus tard. Le marathon galactique était toujours organisé chaque cycle de persistance. Mais il avait changé, transformé par l'onde de choc qu'avait créée Sarah Calder. Il était maintenant rebaptisé le test de Calder, en son honneur. L'endurance humaine était devenue le standard, la mesure étalon. Les nouveaux records n'étaient plus comparés au temps de Credax Lolarion, mais au temps de Sarah Calder. Et aucune espèce de la CMH n'avait pu battre son record. Pas par manque de talent ou d'entraînement. Mais parce qu'aucune autre espèce ne pouvait supporter la préparation nécessaire sans détruire sa propre biologie optimisée. Le marathon galactique avait subi une autre transformation, plus subtile mais profonde. Les règles d'assistance avaient été légèrement assouplies pour permettre aux espèces non endurantes de participer avec des aides métaboliques. La course était devenue une célébration de l'ingénierie biologique et technologique. Mais le cœur de l'événement avait changé de nature. Il n'était plus un rituel de survie destiné à rappeler aux espèces leurs limites. C'était devenu un hommage à l'effort, une célébration de la persévérance, un festival de la volonté. Les ambassades de la Confédération avaient commencé à accueillir des délégations humaines très particulières, non pas des scientifiques, non pas des militaires, mais des coachs sportifs. Des entraîneurs de marathon. Des spécialistes de l'ultra-running. L'idée n'était plus de vaincre les humains ou de les comprendre scientifiquement. L'idée était d'apprendre de cette étrange alchimie entre la douleur et le plaisir, cette capacité mystérieuse à transformer l'effort prolongé en méditation en mouvement. Sur Terre, le statut de Sarah Calder n'avait pas vraiment changé. Elle était célèbre dans les cercles de course à pied, respectée dans les milieux diplomatiques, mais elle vivait sa vie simplement. Elle avait 75 ans maintenant. Elle courait toujours, bien que plus lentement. Ses genoux protestaient parfois. Son dos lui rappelait qu'elle avait couru des milliers de kilomètres dans sa vie. Mais elle courait. Un matin d'été, à l'aube, alors qu'elle terminait un long parcours en solitaire sur la plage de Nausée, elle sentit une présence familière à côté d'elle. Un drone de surveillance de la Confédération, élégant et discret, se maintenait à quelques mètres d'elle, volant en formation parfaite avec son rythme de course. Sarah sourit. Ces drones étaient devenus une présence constante dans sa vie. Il ne la filmait plus pour l'étudier comme un spécimen. Il l'observait simplement, comme on observe un maître pratiquer son art.
Le drone transmit un message audio, une boucle enregistrée avec la voix synthétique de Drex, plus vieux maintenant, mais toujours reconnaissable. Continuez d'avancer, humaine. La galaxie regarde. La galaxie apprend. Sarah ralentit légèrement, leva la main en un salut amical vers le drone, puis accéléra doucement. Elle ne sprintait pas. Elle ne s'épuisait pas. Elle maintenait son allure, ce pas régulier, méthodique, imperturbable d'une espèce qui avait compris une vérité fondamentale que le reste de la galaxie était en train d'apprendre lentement. Il n'était pas nécessaire d'être le plus fort. Il n'était pas nécessaire d'être le plus rapide. Il suffisait de ne jamais s'arrêter. Elle continua d'avancer, pas après pas, le soleil se levant sur l'océan, le sable humide sous ses pieds, son cœur battant ce rythme ancien et patient qui avait traversé des millions d'années d'évolution. Le long chemin vers l'acceptation venait de commencer. Et Sarah Calder, comme toujours, marchait devant. Fin de l'histoire. Dans une galaxie obsédée par la vitesse et la puissance, une espèce a prouvé que la vraie force ne se mesure pas en explosion de force, mais en la simple et terrible capacité de continuer, pas après pas, jusqu'à ce que l'univers lui-même soit fatigué de regarder. Archives de la Confédération des mondes habités, cycle 848, section Anthropologie humaine.